Allez Benoît, je sais que le public est encore largement présent à l'écoute et que demain, le podcast sera pris d'assaut, donc c'est ton moment philosophique du droit. Alors allons-y. Sur une chronique que j'ai choisi d'intituler Un droit de l'urgence déconnecté. Alors allons-y. Prenez soin les uns des autres. Totalement biblique, ce message présidentiel pascalien qui ressemble à une épitaphe, un adieu. J'ai trouvé que le chef de l'État déconnectait le souverain et le sujet, se situait loin des mortels, en dehors de la zone de vulnérabilité. Cette posture conforte toutefois évidemment sa stature mythologique et jupitérienne. Il place l'institution présidentielle très en retrait de l'État-providence. Il se veut pourtant pédagogique, et j'essaierai de l'être tout autant dans cette entreprise discursive. Entreprise qui veut lier droit, vous l'aurez compris, urgence et déconnexion. Alors la dernière fois, je vous ai parlé de la nécessité dans ce cadre sanitaire urgent d'avoir des abscisses, des ordonnées, bref, des repères géographiques, une boussole face à un gouvernement géomètre qui quadrille nos données et nos libertés. Alors, opposer la déconnexion au droit paraît en ces temps provocateur, alors que des drones et des normes juridiques aériennes sillonnent la promenade des Anglais, alors que la Smart City pullule dans nos agglomérations, alors que la Smart TV pollue nos foyers, alors que la digitalisation et l'hyper-numérisation semblent constituer un nouveau paradigme social. Le secrétaire d'État Cédric 2.0 tente d'infléchir la tendance déshumanisée. Il promet de lutter contre la fracture numérique. Et chacun s'accorde à dire que le Covid-19 permet incidemment de reconnecter les relations sociales. En définitive, malgré elle, la pandémie aura créé des ponts entre les hommes. Et je suis sûr que cela aurait plu à l'optimiste et éternel Michel Serres. Mais non. Voilà que l'occasion se présente pour définitivement questionner ce que produit le couple droit et urgence. Chaque mot devra être défini pour éviter la reproduction des écueils, et l'oxygène risque de se raréfier lorsque ce paragraphe aura été absorbé. Sans vouloir réactiver les débats ancestraux qui essouffleraient Jupiter lui-même, malgré ses 2 Tours de France, en 2018 avec le dossard des Gilets jaunes, et récemment avec celui du maillot vert dans sa quête hexagonale pour le climat. Considérons de manière barbare que le droit est un phénomène, une donnée kantienne, une représentation, la signification objective d'un énoncé prescriptif. Bref, le droit est une donnée qui sort d'une caverne numérique néoplatonicienne. Et sous le titre amusant d'un article décisif, Alf Ross, un théoricien, philosophe, juriste scandinave, à travers son célèbre Tutu, a rejoint Paul Valéry et réconcilié droit et poésie, en donnant une coloration esthétique au jargon juridique et en le désacralisant définitivement. Le droit n'est qu'un agrégat de mots, il n'a pas de signification propre. Sans cesse déboussolé, la définition du droit se heurte à trop d'interrogations pour être appréhendée sous l'angle essentialiste. Alors, quelle définition pour ce droit de l'urgence? Indispensable pourtant pour appréhender le phénomène. Eh bien, je prends parti d'une définition positiviste, fonctionnelle, spéculative, et tout cela, évidemment, sans la bannière de l'angélisme épistémologique. Les parois du droit naturel sont en effet glissantes, et sous l'égide du Covid-19, mes amis, elles risquent de régénérer des débats civilisationnels et bioéthiques. Suivez-moi, suivez-moi. Il serait en effet tentant de s'exclamer que c'est un animal, un état naturel, une chose, ou plus exactement celui qui l'a mangé, qui est à l'origine de cette pandémie et qui est à la source de ce nouveau Zollen, ce devoir-être, ce nouvel ordre juridique, permettant d'ouvrir alors plusieurs sentiers. Soit une protection plus poussée des droits des animaux, permettant voilà, de protéger telle ou telle espèce, soit le procès d'une civilisation, pour ne pas la nommer, évidemment, soit le procès de certaines espèces animales. Donc, sous le prétexte d'une situation naturelle, chacun sait que l'homme se nourrit d'un habitus, il faudrait condamner la Chine pour ce péché originel. Alors nous condamnerions évidemment l'ensemble des peuples et leurs traditions gastronomiques. Attention, une vendetta menace pour légiférer sur ce que l'homme devrait et devra manger. Et donc après la réforme des matières juridiques, disons-le, inintelligibles et techniques, dont la digestion est évidemment réservée à un collège de savants, quel champ juridique
sera investi demain? La conscience et l'intimité. Quel référent peut-on donner à notre interrogation initiale? De quoi le droit de l'urgence serait-il déconnecté? Du réel? Du vivant? Quels critères descriptifs peut-on proposer à ce droit de l'urgence? C'est d'abord une posture historique que je vous propose d'adopter, celle à laquelle Jupiter est vraiment profondément attaché, lui qui ne déroge jamais au code gestuel sémantique que la République lui assigne. Et ce qui est d'ailleurs un tout petit peu troublant pour un candidat président qui s'acharnait pendant sa campagne à afficher sa différence. Bref, ce droit est-il une singularité historique? Rien n'est moins sûr si l'on considère, bien entendu, que son moteur est l'activation d'une sorte d'état d'urgence, lato sensu, bien sûr. En effet, l'état d'urgence a déjà été activé à l'occasion des épisodes terroristes. Il a été par De Gaulle lors, évidemment, de la guerre d'Algérie, que le jeune président semble avoir si bien connu, plus que vous et moi. L'état d'urgence semble encore peu ou prou actif à chaque 1er mai et offre des inédits judiciaires. Le droit d'urgence n'est pas une nouveauté juridique. Il gouverne une situation militaire, terroriste, sanitaire, historique, voire architecturale. Souvenez-vous, il y a un an, le président faisait de l'incendie de Notre-Dame une urgence culturelle pour un mandat qui n'en contenait pas. Alors même que l'incendie brûlait depuis longtemps, évidemment, dans les hôpitaux. Alors, quelles seraient les caractéristiques de cet attribut, de ce droit de l'urgence? Eh bien, sur le plan temporel, on pourra dénoter que c'est un phénomène tout à fait réactif, qui nécessite bien 4 allocutions présidentielles, comme le disait Florian récemment, en un mois. Le droit positif réagit. Il réagit aux faits. Il ne sait faire que ça. Et il malmène Hermès, celui qui le porte, ce droit positif. Et Sibeth Ndiaye le fait d'ailleurs tout aussi mal que ses prédécesseurs. Ce droit de l'urgence, sur le plan organique, évidemment, est piloté par le gouvernement et le Conseil d'État, sans faire d'ailleurs de faux procès, parce qu'on sait très bien que le législateur a donné sa caution au préalable. C'est lui qui permet, évidemment, de prodiguer des ordonnances. Sa légitimité est omnipotente. Personne ne peut physiquement la contester, cette fois-ci, puisque les citoyens, les parlementaires et les sages sont habilement mis en quarantaine. Alors s'il fallait compléter l'ADN, puisque c'est à la mode dans ce contexte biologique, l'ADN de ce type de droit, du droit de l'urgence, disons encore que celui-ci est un droit violent, plus violent que d'autres. Il protège, mais il discipline les corps, il muselle les âmes. C'est aussi un droit obscur, dont l'intelligibilité peine à convaincre, puisqu'il va falloir à nouveau tout décortiquer, décrire, préciser des normes qui ont été produites avant même d'en avoir fait totalement le constat. Alors, après avoir évidemment délivré quelques repères descriptifs, quels effets produit ce droit à l'urgence? C'est un droit fertile. J'en veux pour preuve des micro-sociétés créent elles-mêmes de nouvelles ramifications printanières au comportement bizarrement autoritaire. Prenez l'exemple des copropriétés qui instaurent leur propre système de règles, leurs commandements, leurs préconisations, leurs conseils, leurs recommandations. Ce droit est plus que jamais protéiforme, il faut s'en méfier. Ses sources se multiplient. N'est-il pas de facto plus connecté que d'autres? C'est un droit qui est également introspectif et qui crée peut-être enfin les conditions de sa propre fin. La règle de droit est enfin rediscutée depuis la base sans que l'on pose systématiquement la question d'un énième référendum dont la question de toute façon serait instrumentalisée. C'est enfin un droit intimidant et autoritaire avec son appétit de contrôle. Il questionne en effet l'équilibre liberté individuelle, ordre public. Il promet des tests de santé d'office sur les salariés. Il permettra aux assurances de ficher ses clients. Il permet la portabilité des données sans le consentement évidemment des intéressés. Il permet la surveillance dans les espaces publics et bientôt privés. Il stimule les pratiques de signalement et après balance ton port, ce sera bientôt balance ton Covid. Il imposera peut-être le port du voile d'office. Il innove les pouvoirs de police, il permet le déploiement des forces de l'ordre, des drones, des caméras thermiques, des partenariats innovants de surveillance publique-privée. Bref, le capital de la violence légitime se marchande. Mais ce droit d'urgence génère des doutes, y compris ceux de la chef de file des députés LREM, qui vient de proférer, vous en conviendrez avec moi, une étonnante formule qui laisse totalement quoi. Écoutez bien, il n'existe pas de solutionnisme technologique. 3 petits points. Évidemment, tout cet arsenal n'est pas a priori illégal.
Et j'en veux pour preuve la référence à un ouvrage qu'il faut absolument lire, celui de Bernard Harcourt, Exposed. Alors, ce droit est-il vraiment déconnecté? Ce droit de l'urgence est-il vraiment déconnecté? De quelle racine? Eh bien, c'est notre interrogation initiale, mais qui sera aussi conclusive. Conclusive, puisque le discours du président m'y autorise, à travers sa maxime, ce que nous ne savons pas. L'essentiel pour moi est que la face immergée remonte, que la cloche remonte de l'océan. C'est à la doctrine de prendre ses responsabilités, de constater de quel référent le droit se déconnecte, de quel cadre il s'affranchit, d'identifier des régulateurs. Il faut en appeler au champ scientifique et philosophique pour espérer qu'un gaucher boiteux surgisse et éviter que la souveraineté de Baudin s'étiole. Préserver les propriétés fondamentales qui ont été consacrées par John Locke, la vie et la liberté. J'en terminerai par ces quelques mots, puisque la cloche sonne, que le solutionnisme sanitaire n'aboutisse pas à des réponses immatérielles et n'emprisonne mes âmes. Le Covid-19 est un fait, le droit de l'urgence une représentation, une vue de l'esprit, un phénomène. Soyons attentifs, souvenez-vous, le danger peut être plus menaçant du côté des idées et des représentations, surtout si ces ombres représentatives sont déconnectées de l'intérieur de la caverne. Alors réconcilions idées juridiques et réalité matérielle. L'État-providence et surtout providentiel est à la croisée des chemins. Il doit, je le crois, rapidement aboutir sur un retour du droit commun avant que le clocher ou le pendule des réquisitions ne sonne et ne s'agite. J'en finirai par cette interrogation universelle. Peut-on parvenir à diriger démocratiquement le droit de l'urgence dans le cadre d'un système juridique globalisé et ultra connecté? Et voilà. Pardon, je te laisse conclure en 2 mots. Alors, donc je reprends mon interrogation que je souhaite universelle. Peut-on parvenir à diriger démocratiquement le droit de l'urgence dans le cadre d'un système qui est juridique, globalisé et ultra connecté?